la croissance chez les libéraux et particulièrement dans le modèle néoclassique. Alors, pour eux, l'origine de la croissance, c'est là aussi le réinvestissement du profit, donc l'épargne réinvestie dans les affaires. Vous remarquerez que cette vision est quand même très partagée aussi par les auteurs classiques, et qu'il y a donc une continuité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de néoclassique. Ils sont effectivement sur le même déterminant essentiel de la croissance économique. Par contre, ce qu'ils pensent, ces auteurs néoclassiques, c'est que le rendement du capital est décroissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour produire une quantité supérieure de marchandises, il va falloir toujours plus de capital. Si je veux produire 10% de marchandises en plus, il faudra peut-être que j'augmente ma quantité de capital de 20%. Donc à chaque fois qu'il va y avoir croissance économique, il va falloir réinvestir d'autant plus, puisque le rendement du capital est décroissant. Donc là, on commence à voir, avec ces histoires de rendement décroissant du capital, on commence à voir les limites de la croissance. Au bout d'un moment, il n'y aura pas suffisamment de capital pour pouvoir produire plus. C'est tout aussi simple que cela. Alors, bon, quand même, les néoclassiques, ils ont le monde industriel devant eux, ils voient quand même que la croissance est toujours au rendez-vous. Et donc, ils posent une nouvelle règle en disant, le progrès technique, c'est-à-dire les innovations sur les procédés, notamment, sur les procédés de fabrication, eh bien, peut repousser cette limite, puisqu'il va permettre d'améliorer la productivité du capital et, quelque part, de compenser les rendements décroissants de ce capital. Le problème, nous disent-ils, c'est que ce progrès technique est exogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exogène? Ça veut dire que le progrès technique, il ne dépend pas du système économique. Il est déterminé par autre chose. Par quoi est-il déterminé? Par les progrès de la science. Et à cette époque-là, on pense, on va le penser en gros jusque dans les années 50 ou 60 du XXe siècle, on pense que la science, c'est le savant fou dans sa tour, et puis on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, le savant fou, il trouve quelque chose. C'est le génie humain qui s'exprime et qui tombe du ciel, comme ça, sans aucune explication supplémentaire. Donc, le progrès scientifique, le progrès technique est finalement le fruit du hasard. Et on va voir que ça, c'est évidemment éminemment contestable. Donc, si le hasard fait bien les choses, on peut avoir continuité de la croissance économique parce qu'on va avoir tout un tas d'innovations qui vont pouvoir être introduites dans les entreprises. Par ailleurs, deuxième raison de la croissance, qui est intéressante aussi chez nos néoclassiques, ils pensent que la croissance, eh bien, elle va nécessiter l'augmentation de l'emploi. Et oui, si on produit plus, il va falloir plus de travailleurs. Et donc, s'il y a plus de travailleurs, c'est qu'il y a plus de population. Donc, ça repose finalement sur la croissance démographique. Et là aussi, ils pensent que la croissance démographique est exogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'activité économique et le développement plus ou moins rapide de la population. Vous remarquerez que là, ils sont en contradiction avec ce que pensait Malthus, qui lui disait, dès qu'il y a croissance économique, les gens se reproduisent plus et la population augmente beaucoup plus vite. Et nos néoclassiques, ils disent pas du tout. Les gens, on ne sait pas comment, à quelles règles ils obéissent pour se reproduire, mais en tous les cas, c'est sans rapport avec l'activité économique. Juste une petite parenthèse, nous on sait que quand il y a croissance économique, sur le long terme, augmentation de la richesse, augmentation du revenu des individus, eh bien que les gens font moins d'enfants. On sait ça et on voit qu'aujourd'hui, dans les pays développés, on est à 1,4 à 2,1 enfants par femme. Pas plus, c'est-à-dire qu'on est en dessous, généralement, du seuil de reproduction de la population. Et ça, c'est dans tous les pays riches. Par contre, que quand les pays sont économiquement pauvres, et qu'il y a des problèmes de survie, des problèmes de malnutrition, eh bien là, on s'aperçoit que les populations font d'autant plus d'enfants. Et c'est dans les pays les plus pauvres, certains pays africains, où on a 4 à 4,5 enfants par femme. Donc, nous on sait, je fermerai la parenthèse là, qu'il y a un rapport entre les données économiques et les données démographiques. Quoi qu'il en soit, pour nos néoclassiques, il n'y en a pas.
Il y a des logiques qui expliquent la démographie qui ne sont pas des logiques économiques. Donc, ça leur revient à dire que la croissance, qui dépend d'une part éventuellement du progrès technique et éventuellement de la croissance démographique, eh bien, elle dépend de variables totalement exogènes au système économique. Donc, on n'en a plus qu'à se fier au hasard pour que le processus de croissance se développe.